Sentez-vous à D'accord. l'aise? Merci déjà de m'inviter à être là avec tout le monde aujourd'hui. Euh, Vous êtes plutôt des développeurs dans ce groupe ou différents métiers? Bon, je crois que beaucoup d'entre nous sont développeurs. Il y a aussi beaucoup d'autres qui sont blogueurs, ils font des blogs Ouais. et beaucoup sont là, beaucoup vraiment sont aussi nouveaux avec le concept de WordPress et veulent apprendre qu'est-ce que WordPress, comment. Il y a beaucoup Est-ce de qu'on peut faire un débutants en tour de quelque sorte. table pour que je comprendre un peu qui fait quoi? Toi, par Ah, exemple, ok, Lydia, oui, tu oui, fais oui. quoi? Bon, personnellement, moi, je suis d'abord ingénieur en télécommunication et en réseau. Puis, à part ça aussi, j'ai fait les graphic design, presque chaque jour, les graphiques et les web design. Bon, et aussi, des fois, je fais aussi des travaux qui sont liés aux médias. J'ai un blog aussi où je poste des articles. Et bon, je crois que c'est ça. C'est déjà pas mal. Ça, c'est beaucoup. Ah oui, ok. Il y a Patient. Patient aussi peut parler. Je suis aussi très ravi. Bon après-midi à tous. Je suis Patient Moussafiri. Je suis aussi développeur chez Waza Code et quelque temps en temps partiel, je travaille avec Sadia Web Solution. J'utilise aussi vraiment beaucoup WordPress pour faire beaucoup de mes travaux. C'est un peu ça. Nous sommes ensemble avec Etitia pour la communauté WordPress Com. Enchantée. Oui, il y a Yann? Ok. Bonjour, je suis Yann Boyongo. Je suis développeur et j'utilise beaucoup WordPress pour mes sites. Je suis aussi membre de la communauté. Ici, c'est un WordPress de Goma. Ouais, j'essaie d'apprendre beaucoup plus. Je dois livrer des solutions optimales avec la plateforme. Chouette, enchantée. Il y a Je aussi vois pas ton... Soudi David. Ah oui, il est là. Bonjour, comme vous avez déjà dit, Bonjour. c'est Soudi. Je suis développeur, mais pour l'instant, je suis en train d'apprendre WordPress pour comprendre comment faire des sites rapidement avec WordPress. Je suis aussi membre de la communauté WordPress à Goma. Chouette, enchantée. On a iPhone aussi, mais qui ne semble pas être connecté par audio. Je ne sais pas comment elle s'appelle. On ne voit plus. Peut-être quand tu arrives à connecter ton audio, tu peux nous parler plus tard ou bien peut-être taper dans le chat. Mais il semble qu'on est plutôt développeurs aujourd'hui. Donc ça tombe bien parce que le sujet que j'avais préparé pour vous cible plutôt les développeurs que d'autres personnes. Donc enchantée, moi c'est Jenny. Moi je suis américaine à la base, mais j'habite en France depuis presque toujours maintenant, il me semble, plus de 20 ans en tout cas, presque la moitié de ma vie. J'ai aussi été développeuse. J'ai travaillé longtemps en tant que développeur, designer aussi, bien avant que WordPress existait. Je créais des sites à l'ancien en HTML pur. Au début de JavaScript aussi, quand c'était encore cool de faire nos rollovers à base de JavaScript, quand le CSS n'était pas encore très évolué.
Et donc, j'ai eu la chance de voir ces CMS naître, en fait. Et puis, WordPress, j'ai découvert un peu tard. Je pense que j'ai vu passer avant, genre la version 3, c'était quoi? Je pense 2007 peut-être. On me parlait, hey, tiens, je devrais regarder ce truc. Mais je trouvais que c'était pas. Je travaillais avec DotClear à l'époque. Je sais pas si vous êtes d'âge de vous souvenir de DotClear. C'est un produit français, un CMS qui était assez chouette et qui à l'époque était plus avancé que WordPress. Et c'était pas avant la version 3, quand ils ont introduit des menus, que je commençais vraiment à le prendre plus sérieusement. Et puis, j'ai entré dans la communauté à partir de 2013, quand on m'a introduit cette histoire de WordCamp. Et j'ai assisté à WordCamp Paris. C'était mon tout premier WordCamp. Que j'ai adoré. J'ai rencontré plein de monde, je trouvais ça génial. Je me demandais pourquoi je n'étais pas sortie plus tôt, rentrer en connexion avec des gens. Je me sentais vraiment seule, donc ça me fait beaucoup de bien. Et puis, je me suis vraiment impliquée dans nos communautés. L'année d'après, j'ai fait ma première présentation, que j'ai tout foiré. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques et ça s'est super mal passé. Et en fait, j'ai une petite réputation dans la communauté française. À chaque fois, je fais un talk, il m'arrive quelque chose, c'est une horreur. Soit c'est le micro, la connexion, enfin, j'ai que des soucis techniques. Mais ça va bien se passer aujourd'hui, je suis sûre. Après, j'ai tellement aimé tout ce qui était communautaire que j'ai commencé à organiser des WordCamp. J'ai organisé quelques WordCamp Paris et j'ai eu le plaisir de travailler pendant 3 ans avec l'équipe qui organise WordCamp Europe. Et j'ai fait WordCamp Europe à Paris. Et puis ma dernière année, c'était d'organiser WordCamp Europe à Belgrade. Et depuis, j'ai pris un peu ma retraite. C'est un peu mon parcours WordPress. Mais aussi, je termine avec, pour aussi introduire le sujet du jour, j'étais arrivée au bout de 15 ans de freelance, de faire du développement, parce que je voyais que des choses évoluaient beaucoup. J'ai fait un petit burn-out aussi. Je commençais à être vraiment fatiguée à faire site après site après site. Et puis, les choses que des gens demandaient, je trouvais de moins en moins intéressant. Ils étaient plus contents d'acheter un truc pas cher sur Team Forest. Vous voyez ce truc-là, ce site-là, avec des thèmes qui coûtent $50 américains. Ils ont plein de gadgets, enfin, c'est flashy, ça bouge de partout et ils veulent des trucs comme ça, mais qui ne mettent vraiment pas en valeur leur service. Donc, j'étais un peu, je ne sais pas comment dire le mot, mais je perdais un peu l'envie, tout simplement. Je fais un petit break et puis je rentrais à nouveau dans l'industrie en tant que chef de projet. Donc, depuis presque 4 ans maintenant, je travaille chez HumanMade, une agence un peu connue dans la communauté WordPress. Vous connaissez déjà HumanMade? Vous avez entendu parler? Ou pas du tout? Pas du tout. C'est pas grave. On est plutôt dans le service de créer des grandes plateformes de publication pour des entreprises. Et avec ce nouveau métier de chef de projet, où c'était plus du tout moi qui faisais des sites, enfin qui développait des sites, c'était juste à moi de gérer. J'ai appris des tas de nouvelles méthodes à base de Agile et à base de Scrum qui m'ont vraiment révolutionné la vie. Et je dis ça pas avec légèreté, c'est vraiment vrai. Avant, je faisais des choses, ce qu'on appelle plutôt cycle en V, pardon. C'est-à-dire que d'abord, en entretien avec les clients, la petite stratégie, on lui propose un design, il valide le design, et puis on passe en production, on fait la production, il valide la production, et puis on lance. Hein, c'est cette histoire d'étapes. Je vais juste faire une petite pause pour dire que là, c'est pas un talk, hein, c'est un meet-up, donc c'est détendu. Si vous avez une question ou que j'ai dit un truc qui n'est pas clair, je propose que vous m'interrompez, enfin vous me dites, ou vous mettez un petit mot dans le chat, et puis cette discussion, on peut se parler au fur et à mesure.
Voilà quoi. Et donc, quand j'ai appris l'agile, qu'il y avait une autre façon de faire, ben, ça m'a vraiment bouleversé la vie. Ça m'a vraiment réveillé que je faisais tout à travers en fait avant. Enfin non, pas que je faisais tout à travers, mais qu'il y avait de meilleures méthodes pour atteindre des résultats et pour entretenir des bonnes relations avec des clients, quoi. Parce que le problème avec cette méthode de cycle en V, surtout quand on bosse dans le service, c'est-à-dire avec des clients, c'est que des choses changent. Vous le savez, enfin, vous avez déjà rencontré ça. On arrive en prod et on valide une design et puis ils voient ça en contexte dans le vrai. Ils disent « Ah non, mais finalement, ça ne va pas du tout. En fait, il faut qu'on change tout ça. » Et OK, ça arrive tout le temps. Mais quand on a déjà validé et on s'est engagé sur une approche, parfois, on perd beaucoup de temps de revenir en arrière. Donc, en fait, ces histoires de l'approche, la mentalité agile nous permet de trouver et d'adresser ces changements inévitables plus tôt dans notre processus pour perdre moins de temps, pour tester tous nos idées. Parce que souvent aussi, des gens, ils ont des idées au départ, puis les idées changent, les idées évoluent, et puis parfois, on a des mauvaises idées, et il faut qu'on les dégage et qu'on a des nouvelles idées pour les remplacer, quoi. Donc, c'est ça, de ça que je veux vous parler un peu en détail aujourd'hui. Ça vous va? Oui, ça va, ça rien, va, ça va. D'accord. Non, ça va. Oui. Je vais prendre silence comme vous êtes d'accord. Alors, j'ai des petits slides que j'ai préparés aussi. Alors, je vais partager mon écran. Sauf que, vous voyez, déjà un souci technique. Ça y est, c'est parti. Ah, je le savais. C'était trop bon pour être vrai. Alors, ne bougez pas, je vais y arriver. J'avais lancé mon keynote et ça a bloqué tout mon écran. Il faut que j'entretienne ma réputation quand même. Hein. Si ça se déroulait parfaitement, on ne me reconnaîtrait plus. Voilà, c'est parti. Je partage mon écran. Ça y est. Vous voyez bien mon écran? Si. C'est parti. Donc, au départ, quand j'ai fait déjà cette talk plusieurs fois, et j'avais. Vous connaissez cette série de bouquins pour des nuls? Ils font Ouais. plein de bouquins, Oui, voilà, oui, pour aborder des oui. sujets, voilà, vraiment basiques. Et je trouvais ça un peu rigolo parce que souvent, j'entends chez les développeurs, ah oui, non, mais Scrum, il y a trop de rendez-vous, j'ai pas envie d'avoir des appels tout le temps. Souvent, ça évoque vraiment une mauvaise réaction de beaucoup de gens, mais surtout chez les développeurs qui ont certaines habitudes de travailler en cycle en V ou d'être détachés des parties prenantes. Et donc, voilà, c'était ma petite approche. Donc, parlons justement de ce stéréotype d'un développeur. Déjà, il travaille seul. Plutôt à la maison, on parle de stéréotype. Hein. Et puis, de préférence en slip. Alors, et là encore un petit, je n'ai pas mes notes ouvertes, je mes notes. Donc, ce développeur stéréotypique, il sait mieux que ses clients. Il craint plutôt toutes les demandes de modification ou des demandes de rajout après coup. Il déteste les réunions et surtout, il n'aime pas être managé. Il n'aime pas trop des managers. Alors, la réalité de la chose, c'est que le développeur travaille plutôt en bureau, sauf en ce moment de Covid où tout le monde est à la maison, bien entendu. Il est aussi elle. Et puis, on n'est jamais vraiment seul. Hein.
j'ai mon petit truc Zoom là qui gêne. Que vous travaillez, enfin, que vous développez des thèmes ou des plugins, enfin des extensions, peut-être des applications, et peu importe où vous travaillez, vous allez être amené à travailler avec des designers, peut-être des spécialistes comme des gens qui travaillent en accessibilité, d'autres ingénieurs, peut-être vous travaillez à plusieurs sur un même projet. Et même si vous faites tout, vous êtes développeur, designer et tout, vous faites marketing, SEO, le total, vous avez des clients quelque part en face de vous. Donc, on n'est jamais vraiment seul. On est toujours amené à communiquer avec des autres. Et, pardon, je regarde encore mes notes. Et c'est la communication qui vraiment est la base de la réussite. Ça, c'est quelque chose sur lequel déjà j'ai appris dans ma carrière de travail, c'est que plus que créer, plus que développer, on communique quelque chose. Et donc, pour réussir, il faut qu'on travaille avec un esprit d'équipe. Alors, Scrum, c'est un framework. Un framework, vous connaissez déjà ce mot, des frameworks dans l'informatique. C'est une sorte de template, hein. Ça nous donne un cadre, ça nous donne un contexte, ça nous donne des outils, de la structure. Et Scrum, c'est donc un framework pour livrer des projets complexes. Le mot Scrum vient ça veut dire mêlée en fait en français. Ça vient du monde du rugby. Et c'est ce qu'on voit ici dans la photo. Je ne sais pas si vous êtes des fans de rugby. Il y a Lenovo, Tony Phone fait des bruits. Si tu peux peut-être te mettre sur muette, ce sera pas mal. Et donc, je pense que cette image est assez parlante. Hein. C'est cette idée de... ici, on voit deux équipes opposantes, mais le but, c'est vraiment de se réunir, de travailler en unité, hein, comme une équipe unie, pour amener notre projet au bout. Mais avant de vraiment creuser le framework Scrum, il faut parler agile. Parce qu'à la base, Scrum... Alors, un framework, ça fait partie des différentes méthodologies agiles. Et agile, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais pour moi, en tout cas, je la décris vraiment comme une mentalité. Ce n'est pas une chose, c'est une façon de travailler, en fait. Et ici, je vous présente le manifeste agile, qui a été créé, je ne me souviens plus, les années 90, je pense, par tout un tas d'ingénieurs d'ailleurs. Ça sort vraiment de la communauté des ingénieurs de l'informatique qui voulaient créer des meilleures méthodes de travailler, quoi. Et donc, le manifeste dit qu'on met des individus et leurs interactions, je vais redire ça, que les individus et leurs interactions sont plus importants que les processus et les outils. Un logiciel qui fonctionne est plus important que la documentation exhaustive. Une collaboration avec ses clients est plus important que la négociation contractuelle et l'adaptation du changement est plus important que le suivi d'un plan. Alors, ce n'est pas dire que le processus et les outils, que la documentation ou que les contrats ou même le suivi d'un plan ne sont pas importants. Au contraire, ils le sont. Mais quand on se trouve dans des situations, comme on est forcément amené de rencontrer, on privilégie d'abord des individus, on privilégie d'abord un logiciel, un thème, peu importe la chose qu'on est en train de construire, qui fonctionne. Et puis, on privilégie la collaboration et l'adaptation, parce que ces choses-là sont inévitables. Est-ce que ça vous parle, vous?
Ben, tout est clair jusque-là pour moi. Des questions ou des réflexions? Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une situation, par exemple, ou peut-être quelqu'un en face, ou même par vos propres démarches, vous vous trouvez plutôt à privilégier le 12e parti? Pardon, je n'ai pas bien capté. Vous n'avez pas compris? Oui, Je revenez demandais, à la situation, oui. oui, je demandais juste si vous êtes déjà trouvé dans une situation, par exemple, où un client ou un collaborateur, enfin, quelqu'un avec qui vous travaillez, veut s'appuyer plutôt sur, par exemple, le suivi d'un plan de négociation contractuelle, une documentation ou le processus sur l'autre partie. Ouais, ouais. Et plusieurs fois d'ailleurs dans des projets. Ouais. Et donc, tout ça, c'est vraiment la base de communication, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Comment dire, ça nécessite qu'on le fasse avec conscience, quand on se retrouve dans ces situations, de dire, attends, qu'est-ce qui est plus important? Mon processus ou ma relation avec la personne en face de moi? Qu'est-ce qui est plus important? Que ma documentation est hyper complète et a tous les critères qu'il faut, ou que j'ai quelque chose qui marche? Qu'est-ce qui est plus important? Que je souligne tout ce qui est dans mon contrat et que je négocie au mieux, ou que je développe vraiment une belle collaboration avec des gens avec qui je travaille? Et puis, qu'est-ce qui est plus important? Que je suive un plan ou que je comprends que l'adaptation est inévitable et je me prépare en fait, mentalement et même physiquement, à adapter à tout ce qui peut m'arriver. C'est vraiment un état d'esprit en fait. Alors là, j'ai perdu le formatage que j'avais sur mon site, ça c'est bizarre. Il y a aussi 12 principes dans l'Agile. Je ne vais pas faire le tour, hein. Normalement, j'avais souligné juste des mots-clés un petit peu, mais il y a des liens et je vous invite à lire ça un peu sur votre temps libre si vous voulez creuser un peu plus loin. Ça rend plus en détail, c'est une sorte de continuation des valeurs du manifeste qu'on vient de voir. Mais continuons. Maintenant qu'on a vu un peu l'Agile, on comprend un peu cet état d'esprit. Ah, voilà, en fait, c'est ça le truc. Satisfaire le client. Bon, je vais quand même m'en passer parce que je vais rester beaucoup de temps. Donc, je vous invite à découvrir ça par vous-même et je vais avancer. Alors, parlons Scrum. Scrum, comme j'ai dit, c'est un framework qui nous donne de la structure et qui nous donne aussi un langage, des définitions à la fois des différents rôles. Donc, on va voir des acteurs du Scrum, de la conception du projet, ça je pense qu'on va s'en passer, et les événements, ou bien on appelle ça parfois des cérémonies. Donc en fait, c'est la structure du Scrum dans laquelle on opère. J'ai envie de dire, avant d'avancer, que Scrum n'est pas prescriptif. C'est-à-dire que, comme un framework informatique d'ailleurs, ça vous donne des contraintes, ça vous donne comme un plan d'architecte en quelque sorte. Ça vous donne un moyen d'avancer, mais à l'intérieur du framework, on a beaucoup de liberté pour adapter chaque projet et chaque équipe avec ses propres processus. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie que vous gardez en tête pendant qu'on explore tout cela. Alors, commençons par des acteurs. Dans Scrum, on a des différents rôles qu'on voit ici, les principaux étant le product owner ou le propriétaire du produit ou du projet. Ici, je vais utiliser produit et projet comme des mots interchangeables. Le Scrum Master, le maître du Scrum. Et puis l'équipe de développement qui, lui, comme plutôt elle, comprend également, c'est pas que des développeurs, ça peut être aussi des designers, ça peut être aussi des testeurs. C'est
toutes les personnes qui contribuent à la création de la chose dans leurs différents métiers. Donc, on l'appelle l'équipe de développement, mais ça peut comprendre d'autres métiers à part le développement pur. Et puis, on a parfois des analystes qui soutiennent souvent les propriétaires du produit ou du projet. Et puis, enfin, des parties prenantes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette liste que vous ne voyez pas, que vous attendez ou que vous connaissez du monde un peu de la gestion de projet? Qu'est-ce qui manque dans cette liste? Bon, selon ce que je vois, je voudrais savoir si l'équipe de développement est seulement restreint aux développeurs ou il y a tout un temps de personnes qui aident au développement, disons le designer, les analystes aussi, et ensuite les développeurs. Alors, normalement, les analystes vont être plus en train d'étudier les marchés. Ils sont plus du côté stratégique. Donc, ils ont tendance à travailler plus étroitement avec le product owner, en fait, le propriétaire du projet. Mais tous ces gens-là, normalement, interagissent. Ils ne sont pas dans des silos. Ils sont en communication constante. Mais oui, effectivement, l'équipe de développement comprend également toute personne qui contribue à la création du produit. Donc, designers, des développeurs spécialistes ou des consultants qui font des audits d'accessibilité, des testeurs, est-ce qu'on peut penser d'autres, des gens spécialistes vraiment UX, par exemple. Tous ces gens-là, on considère qu'ils font partie de l'équipe de développement. Et il peut avoir plus ou moins de contacts, plus ou moins d'investissement selon le projet, selon le produit, selon l'état de développement de la chose. Ça répond à ta question? Oui, oui. Ça vient de répondre. Merci. Cool. Bon, je vais juste demander aussi. J'ai une question. Ouais. Si je ne sais pas, c'est une pensée aussi. Je crois dans la partie business analyst, est-ce qu'il y a aussi les agents de marketing, par exemple les agents qui font qu'est-ce que je peux dire? La promotion du produit en ligne, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont aussi dans la partie business analyst? Ça, c'est une super bonne question. Ça va vraiment dépendre du projet et des personnes. Alors, je vais prendre ça de notre angle. Ici, quand on parle de Scrum, dans ce contexte-là, on parle de ceux qui livrent le produit ou le projet. C'est ceux qui réalisent le produit ou le projet. Alors, normalement, tout ce qui est marketing et communication, par exemple, c'est en dehors de la livraison. C'est-à-dire que c'est un autre travail. Ils peuvent, ces gens-là, faire partie des parties prenantes selon la structure de l'organisation, enfin de la société, par exemple. Ils peuvent aussi être en communication étroite avec le product owner. Il y a beaucoup de possibilités, mais normalement, ils ne sont pas dans l'équipe Scrum parce qu'ils ne contribuent pas directement à la livre. Alors, sauf si effectivement tu considères que tout le contenu qui va être inclus est nécessaire pour livrer. Alors, dans ce cas-là, oui, ils contribuent à la livraison du produit. Par exemple, s'il faut des petites copies pour publier. Après,
sais pas si je réponds bien à la question, mais ça dépend vraiment comment le produit en question, le projet en question, et puis l'organisation des gens. C'est différent quand tu as peut-être 10 personnes ou 5 personnes qui font tout. Si tu as 5 à 10 personnes qui font tout, bah oui, je pense qu'effectivement, tout le monde va travailler étroitement ensemble et il peut remplir ses différents rôles. Si tu as 20 personnes, voire 50 personnes, normalement, une équipe Scrum ne fait pas plus de 10 personnes. Donc, ça dépend aussi du nombre de personnes impliquées. C'est clair? Comme je dis, c'est prescriptif. Donc, ça s'adapte aussi à chaque contexte. OK. Alors, la chose que je voulais souligner ici, en fait, ce qui manque de cette liste, ce que moi j'ai toujours trouvé étonnant, c'est qu'il n'y ait pas de chef de projet sur une équipe Scrum. Alors, ça m'a fait vraiment drôle parce qu'on m'a embauché en tant que chef de projet. Et puis, on m'a dit, oui, mais il faut que tu apprennes Agile et le Scrum. Et j'ai dit, OK, pas de problème. Donc, je commençais à me renseigner. J'ai fait un cours, j'ai acheté des livres, j'étais sur Internet lire des trucs. Et j'ai vu ça et j'ai dit, mais attends, on m'a embauché en tant que chef de projet, mais il n'y a pas de chef de projet dans le Scrum, je ne comprends pas. Mais on ok. va revenir à ça. Hein? Bon, je ne sais pas, je pensais que le Scrum Master était en quelque sorte le chef de projet. Effectivement, du coup, je suis devenue Scrum Master. Et maintenant que je fais ça depuis plusieurs années, je suis même devenue coach agile. Et ça sera peut-être une autre présentation où on peut concentrer plus sur le rôle du Scrum Master. Mais le métier de chef de projet et celui du Scrum Master sont très différents. Ce n'est pas du tout le même. Alors, c'est souvent les mêmes gens. C'est souvent des chefs de projet qui deviennent Scrum Master à force. Mais ce n'est pas la même mentalité. Ce n'est pas la même approche. C'est très différent. Et donc, depuis 4 ans, je fais cette transition, je fais cette métamorphose de oublier tout ce que j'avais appris avant et devenir Scrum Master, de rentrer dans la mentalité agile et de plus considérer que je gère des équipes. En fait, je coach des équipes. Et ça revient aussi à cette métaphore du Scrum, dans le rugby, quoi. Comme un coach soutient et guide et apprendre et mentor ses équipiers, bah, c'est un peu ça aussi le rôle du Scrum Master. Ça, je vais sauter. On va parler plutôt des événements. Donc, il y a un certain nombre de rendez-vous qu'on se donne. Et c'est vrai que souvent, on a horreur de ça, surtout en ce temps de Covid où on est constamment sur Zoom. On ne peut plus se rencontrer en personne. Donc, nous sommes voilà, un samedi sur Zoom. Mais l'intérêt avec ce framework, c'est que chaque rendez-vous a un but précis. Et si on s'appuie vraiment sur cette occasion de communiquer avec ses coéquipiers, on tire vraiment profit de ce framework. Il est vrai que c'est aussi possible d'avoir des rendez-vous où on ne s'appuie pas trop et puis on sort et c'est pas passé grand-chose et on n'a pas vraiment profité. Donc, parlons de l'objectif de chacun. Alors, le raffinement du backlog. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas ce que c'est qu'un backlog? C'est pas grave, je vous expliquerai. C'est juste pour comprendre un peu le niveau. Tout le monde sait ce que c'est? Cool, ok. Alors, techniquement, le raffinement du backlog n'est pas proprement dit un des événements Scrum, mais c'est une pratique très courante. Et il est en haut de la liste parce qu'avant de se lancer dans le travail, il faut savoir ce qu'on fait. Alors, les éléments, des tickets, je ne sais pas le mot en français, on dit issue en anglais, des tickets concrets, des stories souvent,
mais ça peut être des bugs, ça peut être des nouvelles fonctionnalités, enfin les différents types de tickets qu'on peut créer dans un backlog, hein, sont souvent créés par soit le product owner qui a une nouvelle fonctionnalité qu'il veut rajouter, peut-être un client qui a rapporté un bug. Il peut y avoir différentes sources de ces informations. Alors vous, l'équipe des développeurs, avec des designers et tous les autres, vous voyez ça et vous avez certainement des questions. C'est pas clair. Et même entre vous, c'est pas clair. Peut-être le product owner, c'est même pas en fait. Il y a un truc, ah oui, j'ai écrit ça, mais c'est vrai que c'est pas clair. Donc le raffinement, c'est tout simplement un rendez-vous où tout le monde s'assoit ensemble et on regarde ticket par ticket et on prend le temps de comprendre. On clarifie, on change le mot et on met en priorité aussi parfois. J'ai même vu récemment dans les raffinements, ça se passe souvent d'ailleurs, qu'on peut fermer un ticket dans ce rendez-vous parce qu'on se dit, après peut-être 10 minutes en discutant, mais en fait, il sert à quoi ce ticket? Il n'est peut-être même pas nécessaire. Donc, c'est vraiment l'occasion de comprendre le travail dans son détail et de faire en sorte que tout le monde est sur la même page. Pour que quand on arrive pour prendre le ticket, pour bosser dessus, on n'a aucun obstacle. Enfin, petit, on verra ça après. Parfois, il y a toujours des obstacles, mais en tout cas, on y va en croyant tout avoir en main pour faire le travail. La planification du sprint. Alors, est-ce qu'on comprend tous le concept d'un sprint? Est-ce que c'est nouveau pour quelqu'un ici? Ok, cool. Donc, la planification du sprint peut se passer à partir du moment où on avait fait ce raffinement. Parce que du coup, on a des choses claires. Le product owner peut aussi mettre en priorité des choses sur lesquelles il veut qu'on travaille en premier. Et c'est aussi une occasion d'estimer l'effort dont vous croyez avoir besoin pour compléter chaque tâche. Hein, ça s'appelle l'estimation. Il y a différentes techniques pour l'estimation. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais si on a un peu de temps et vous avez des questions, je peux essayer de vous répondre. Je vois qu'il est déjà un peu tard, je fais un peu lent, donc je vais essayer de faire un peu plus vite. La planification du sprint. Donc, on regarde la capacité pour le sprint. Vous êtes combien de développeurs disponibles? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des jours congés? Est-ce qu'il y a des jours fériés? Quelle est notre capacité de répondre, enfin de travailler pendant cette période? Suivant un sprint, c'est 2 semaines ou 3 semaines. Combien de jours de développeurs est-ce qu'on a pour cette période? Et puis, basé sur l'effort, vous pouvez essayer de vous mettre d'accord sur une quantité de travail à entreprendre. Ça se passe lors de la planification du sprint. Ça ne veut pas dire que parfois le sprint n'évolue pas par la suite, mais c'est vraiment un accord entre développeurs et product owners pour s'engager pour la période à venir. Ce n'est pas le product owner, par exemple, qui dicte ce qu'il y a à faire. C'est une conversation entre développeurs et product owners pour négocier et se mettre d'accord comme une équipe. Donc, je pense que c'est ça peut-être un détail que j'ai sauté qui est très important, qui est vraiment au sein du Scrum et de l'Agile, c'est que cette équipe s'organise entre elles et n'a pas vraiment de hiérarchie proprement dit. Dans les approches et dans les autres mentalités plus cycle V, on a par exemple un manager qui va vous dire quoi faire. Faites ceci, faites cela comme un chef de projet. C'est comme ça qu'on va faire, je vais gérer le projet, vous exécutez, moi j'organise. Non, dans Scrum, tout le monde organise en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas de chef de projet sur l'équipe Scrum. C'est parce que c'est à tout le monde d'organiser, de s'engager et de faire le travail. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui est souvent, hein, on le sait, hein, c'est une discussion. On l'arrête, on discute, on négocie, on se met d'accord et on avance. Le sprint, on a déjà vu, c'est la période de travail. Encore, la moyenne, c'est 2 semaines. Mais j'ai plusieurs projets en ce moment qui
ont des sprints de 3 semaines. Un mois, c'est aussi un peu courant, mais normalement, on ne cherche pas plus. On veut des sprints courts. Pourquoi? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, dans ce mode cycle en V, si on apprend des choses trop tard dans notre processus, on perd beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, et donc beaucoup d'argent aussi, parce que notre temps et le temps de notre client ou des utilisateurs, c'est de l'argent. Hein. Donc, c'est une manière d'apprendre plus vite des choses. C'est pour ça qu'on veut des sprints courts. On développe, on crée. À la fin, on s'arrête, on apprend des choses et puis on adapte et on avance. Comme ça, ce n'est pas 6 mois pour apprendre quelque chose, c'est 2 semaines. Et ça change tout. Hein. Et donc, on arrive à la fin du sprint et on a encore des petits rendez-vous. Alors, à savoir que le raffinement, la planification et puis le sprint, c'est vraiment l'équipe Scrum. C'est le product owner, c'est l'équipe de développement avec le Scrum Master qui sert de facilitateur, en fait, qui sont inclus dans ces rendez-vous. Quant à la revue du sprint, c'est là où on l'ouvre et dans le meilleur des cas, on a aussi des parties prenantes qui assistent. Donc, ça peut être carrément des utilisateurs, ça peut être des gens du marketing, hein, comme tu disais tout à l'heure. Ça peut être d'autres personnes en dehors de l'équipe de livraison, mais qui ont justement une partie prenante dans ce produit ou ce projet, qui ont l'opportunité de regarder ce qui a été accompli dans ce sprint, peut-être eux aussi apporter des informations, poser des questions, etc. Donc, c'est vraiment un rendez-vous interactif et de démonstration. Donc, l'équipe dev, c'est là l'occasion de montrer ce que vous avez fait. Ah, tiens, regarde, cette fonctionnalité, elle marche. Vous montrez des démos. Et puis, il y a cette opportunité de questions-réponses. Et c'est là où on apprend des choses. Et les gens à l'extérieur aussi. Donc, c'est vraiment très important pour pouvoir s'adapter et avancer. Alors, le rétro du sprint, on revient aux plus petites équipes. Donc, juste l'équipe Scrum. Et là, c'est le moment de faire un peu de réflexion sur la période passée. C'est une structure souvent de forme, qu'est-ce qui s'est bien passé, parce qu'on veut à la fois célébrer tout ce qui s'est bien passé, tout ce qu'on a fait bien, toutes nos réussites, toutes nos découvertes. On va aussi s'assurer que des choses qu'on fait bien, qu'on continue à les faire. Ça peut être le cas où on fait un truc super bien et puis on change quelque chose et puis finalement, on n'arrive plus à faire bien comme avant. Donc, c'est bien d'identifier ce qui marche pour essayer de faire en sorte que ça continue à bien marcher. Et puis, on regarde ce qui s'est moins bien passé parce qu'il faut être honnête. Il va y avoir des choses qui se passent mal. Et ça peut être à tout niveau. Et ce n'est pas grave. Ça, c'est juste une réalité que des choses qui vont toujours se passer un peu moins bien que prévu pour différentes raisons. Tout cela, c'est dans une optique de s'améliorer en permanence. C'est toujours s'améliorer, toujours regarder vers le haut, regarder en face nos faiblesses ou nos difficultés. Pas forcément de faiblesses, mais des difficultés, des choses comme devoir travailler à la maison avec parfois des connexions pas terribles. Ça, c'est des choses qui se passent moins bien. On n'est pour rien, mais le fait d'en parler nous permet d'avoir ce dialogue et parfois de trouver des solutions. Moi, je travaille avec une équipe dans le sud d'Afrique et ils avaient des connexions très mauvaises. Et ce n'était pas avant de parler qu'on a compris que certains s'achetaient eux-mêmes des cartes SIM. Ils payaient ça de leur poche, alors que ce n'était pas à eux de payer ça. Mais sans avoir parlé, on n'aurait pas su. Donc, on a appris ça, on a contacté les clients et on a fait en sorte qu'ils étaient déjà remboursés pour leurs frais et puis de leur fournir des cartes SIM pour l'avenir. Donc, c'est vraiment à tout niveau une occasion de comprendre des choses qui se passent chez des individus dans l'équipe et puis trouver des solutions. Parfois aussi, dans ce rendez-vous, on parle de choses qu'on ne comprend pas trop, des choses qui n'ont pas trop. Un truc récurrent, c'est pourquoi on fait ça? C'est quoi le but de ce projet ou ce produit? Quelle est la vision? Ça, c'est très récurrent, c'est marrant.
Et c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion d'identifier ces choses-là. Le rétro, c'est mon rendez-vous ou ma cérémonie préférée. Je pense que c'est vraiment le plus important. Je me rends compte qu'il manque un truc sur ma liste, autant pour moi. Il manque ce qu'on appelle le stand-up, le daily stand-up. Pour repasser en revue le raffinement du backlog, ça peut être un rendez-vous qui dure entre 1 heure et 2 heures. En gros, entre le raffinement et la planification, je ne me souviens plus le pourcentage, mais il y a je peux vous trouver ça plus tard, je ne l'ai pas en tête. Mais en gros, selon la durée du sprint, on veut que la planification, qui comprend le raffinement aussi, comprend peut-être 10% de notre temps. Donc, on veut de 3 à 4 heures par sprint pour ce raffinement et planification. Le revue, c'est entre 30 minutes et 1 heure, selon la taille de l'équipe, selon le nombre de parties prenantes, selon la quantité de travail aussi. Le rétro, en général, dure 1 heure. Je pense que pour moi, c'est vraiment la durée parfaite, sauf s'il y a vraiment une très grande équipe et parfois, il faut peut-être un peu plus de temps. Le stand-up, lui, c'est 15 minutes et c'est tous les jours. L'idée du stand-up, en fait, c'est qu'on démarre notre journée avec notre équipe et on raconte un peu ce qu'on a fait hier pour déjà informer ses coéquipiers, mais aussi pour voir si on a pu tenir son engagement. Hein, il y a cette, cette notion d'être engagé dans ce qu'on fait et de tenir nos engagements. Et puis, on va parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est l'occasion de voir où parfois on peut avoir des dépendances. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je fais qui va avoir un impact sur ton travail? C'est bien qu'on l'identifie là tout de suite et comme ça on peut s'organiser. Parce que peut-être que toi tu attends un code review de ma part, mais moi je vais compter prendre ce travail, mais tu attends de moi, ok, je vais faire ça d'abord et puis je fais l'autre truc après. C'est une occasion de s'organiser pour comprendre les priorités, des dépendances et puis faire ce nouvel engagement. Tous les jours, on s'engage à nouveau à faire le travail. Voilà. Jusque-là, ça va? Oui, ça va parfaitement. Oui. J'avais une question. Ouais. Quand on fait le raffinement du backlog, en fait, j'utilise souvent un GitLab pour faire le suivi des tâches. Ouais. Et supposez que j'ai déjà un issue list sur le board que j'ai dans GitLab. Et ensuite, on planifie les sprints et on ajoute de tâches sur le sprint. Maintenant, est-ce que, par exemple, si on finit toutes les tâches qu'on a prévues dans le sprint, est-ce que nous avons cette possibilité d'ajouter d'autres tâches sur les sprints ou bien de créer normalement un nouveau sprint à part celui-là? Et sinon, si on finit à temps les sprints, est-ce que nous pouvons déclarer ou faire la revue et la rétrospective du sprint et passer à un autre sprint ou carrément on ajoute d'autres tâches dans le même sprint pour que nous puissions continuer et travailler plus rapidement? C'est une super bonne question. Un sprint, c'est fixe. C'est ce qu'on appelle un time box. Je ne vais pas confondre avec ça parce que ça, c'est notre sujet. Pour faire simple, c'est un temps fixe. Donc, la durée du sprint et ce qu'on appelle la cadence, le rythme, ne change jamais. Enfin, pas jamais. Vous pouvez, par exemple, décider en tant qu'équipe que vous voulez changer de 2 semaines à 3 semaines, par exemple. Mais une fois que vous décidez 3 semaines, c'est 3 semaines. Ce n'est pas chaque sprint que un sprint, c'est 5 jours, et puis c'est 7 jours, et puis c'est 10 jours. Non, vous décidez collectivement sur une durée. Vous faites cette durée. Si au bout d'un moment, il y a une raison pratique
pour changer la durée, vous le faites, mais pas au cours d'un sprint. Lors d'un sprint, le sprint ne change pas. Donc, si vous êtes engagé sur 2 semaines, c'est 2 semaines. Parce que ces rendez-vous aussi sont fixes. Donc, imaginons que vous avez, je ne sais pas, une cinquantaine de parties prenantes qui vont assister à votre revue et vous dites sur un coup, ah oui, non, mais finalement, on va se terminer pas vendredi, mais mercredi. Et il faut donner nouveau rendez-vous à 50 personnes pour le mercredi. Ça va mal se passer, hein, je vous dis. Ah oui. Mais vous avez trouvé la réponse, pardon. C'est que, effectivement, si vous terminez tous les tâches dans votre sprint, bah ouais, s'il y a encore plus de travail, ramenez. Normalement, ça, c'est aussi quelque chose qui a déjà été mis en priorité. Si vous avez le soutien d'un product owner, par exemple, tu as bien dit, on a le backlog qui est le backlog de tout ce qu'il y a à faire. Et puis, on a le backlog du sprint. C'est normalement 2 choses différentes. Ils peuvent être un peu sur la même interface, mais enfin, ils sont définis à part. Donc, effectivement, présumant que le backlog il est déjà en priorité du haut vers le bas, tu prends le premier ticket du haut ou tu fais un petit check avec le product owner et tu lui dis, bah, écoute, là, on n'a plus rien à faire. Est-ce que c'est bon si on commence à prendre du haut du backlog? Peut-être que lui jette un œil vite fait pour être sûr qu'il n'y a pas des changements dans les priorités. Et puis, oui, c'est go. Une autre option, c'est de vérifier avec tes coéquipiers. Parce que parfois, toi, tu as terminé, il n'y a plus rien dans le sprint backlog, mais tes coéquipiers, eux, ils n'ont pas fini. Est-ce que tu peux leur aider à terminer leurs tâches avant? Et ça, c'est un bon réflexe. Qui est-ce que je peux aider pour faire avancer les objectifs du sprint avant d'entreprendre plus de travail? Très bon réflexe. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Je vois qu'on est déjà 14 moins de 5. Je vais voir ce que j'ai là. Je peux parler rapidement des valeurs Scrum. Donc, on avait déjà vu les valeurs agiles avec le manifeste. Et j'espère que on commence à voir ce sens dans le Scrum, que c'est vraiment quelque chose qui, comment dire, qui valorise tout ce qui est humain, en fait. On sort un peu du travail, développement, métier, et on parle des gens. On a des gens qui font des métiers, on a des gens qui doivent se communiquer, on a des gens qui ont des problèmes parfois, on a des gens qui sous-estiment le travail parfois, on a des gens qui, voilà, quoi, toutes sortes de besoins, qui ont besoin de motivation, qui travaillent souvent dans des conditions pas idéales, des gens qui ont besoin de manger, qui ont besoin de gagner leur vie. Hein, on a des gens, quoi. Et c'est ça qui m'attire vraiment dans cette mentalité, c'est qu'on focalise là-dessus. On a des gens, tout d'abord. Donc, des valeurs qui sortent du Scrum, qui sont vraiment renforcées par ce fonctionnement fluide et avec leur responsabilité partagée à travers l'équipe, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je pense, qui préfèrent qu'on leur dit quoi faire. Être autonome est difficile pour certains. Peut-être pour beaucoup d'ailleurs. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je ne dis pas que Scrum est forcément mieux ou la réponse à tout. Non. Si l'on va à sa place, c'est juste une autre façon de faire. L'engagement, c'est vraiment que moi, je prends la responsabilité pour ma part de travail et je m'engage à faire mon mieux. Courage, c'est aussi parce que parfois, je vais passer une mauvaise journée. Parfois, même souvent, en parlant de moi-même, je vais faire tout à travers. Parfois, j'ai des problèmes techniques. Et il me faut le courage d'en parler. Il me faut le courage de me montrer vulnérable. Il faut du courage pour travailler vraiment en équipe, en fait. Pour admettre ses difficultés, pour admettre ses faiblesses. Mais en le faisant, on a déjà le soutien des autres. Et puis, je pense qu'en ayant du courage, on trouve du courage. C'est vraiment ainsi qu'il se renforce. Le focus, parce que dans ce monde
D'autant plus avec le Covid, avec la maison et tout ce qui peut nous distraire et rendre la tâche devant nous difficile à être concentré, quoi. Tout dans le Scrum nous aide à créer un focus. C'est pour ça aussi le sprint. On ne veut voir que le sprint. Parce que si on est en train de regarder tout le backlog, oh là là, mais quel obstacle, c'est vraiment beaucoup. On peut être en train de se prendre la tête sur un truc, mais qui pour 2 mois plus tard, c'est pas la peine. On veut juste se concentrer sur aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais quoi? Je verrai demain, mais aujourd'hui, je suis juste concentrée sur mes priorités aujourd'hui, sur les priorités aussi de mes coéquipiers. Je suis vraiment concentrée sur pas juste ce que moi je fais, mais comment tout s'embrique, hein, parce qu'encore on est dépendants les uns sur les autres. Ce que je fais peut avoir un impact sur ce que toi tu fais. Donc je reste focus sur mes tâches, sur juste aujourd'hui. Ouverture, parce qu'encore il faut imaginer, il faut être ouvert à d'autres idées, à d'autres façons de voir les choses, d'autres avis. Encore, c'est toute à base de communication. Et respect, parce qu'encore, c'est l'humain d'abord et avant tout. Je ne sais plus ce que j'ai dans mes slides. Je vais passer ça. Est-ce qu'il y a des sujets que vous intéressent? Je vais juste faire vite fait. Donc, j'avais un petit slide sur des mythes. Quelques mots sur la mise en pratique. Là, le télétravail, alors quand j'ai écrit ce talk, c'était bien avant Covid et c'est vrai que là, c'est vraiment un sujet pour tout le monde. Donc, on peut parler un peu de ça. J'ai quelques ressources aussi pour vous avec le guide du Scrum qui existe en français et beaucoup d'autres langues d'ailleurs. Quelques livres, dont un livre qui est écrit par des Français sur la théorie pratique du Scrum. Et puis quelques liens s'il y a ceux qui s'intéressent à la certification, enfin des cours un peu officiels. Je sais que j'ai beaucoup parlé sur des choses avant, donc si vous avez des questions ou peut-être un sujet qui vous intéresse à creuser un peu plus, je vous écoute. Et puis c'est moi. Personnellement, je trouve le sujet très intéressant et ça nous a vraiment édifiés. Cette méthodologie de travail essaie vraiment d'aider et de faire mieux le travail et de terminer à temps. Et aussi, ça aide toutes les parties prenantes à savoir au moins qu'est-ce que nous avons à faire, où est-ce que nous en sommes et comment est-ce que nous allons y arriver. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et si nous aurons au moins cette possibilité d'avoir accès aux slides que vous avez présentés, ça va vraiment beaucoup ajouter. Merci beaucoup. Pas de problème. Oui, merci encore. Merci beaucoup pour la présentation. Bon, le sujet vraiment semble un peu trop long. Je ne sais pas maintenant, parce que moi j'avais, je ne sais pas si c'est moi-même, j'avais vraiment besoin de faire un genre de pratique, par exemple, de nous montrer les outils à utiliser avec cette méthode-là. Les outils? Oui. Ouais. Alors, je ne peux pas trop vous montrer des projets courants pour des raisons de confidentialité, mais des outils en particulier qui vous intéressent? Oui, oui. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec... quelqu'un avait parlé de GitLab tout à l'heure. C'est vrai qu'on utilise GitLab avec un client, mais uniquement pour gérer des merge requests and pull requests et le déploiement, en fait. Mais tout ce qui est gestion de projet, c'est plutôt Jira, en fait, qui est un super bon produit. J'aime beaucoup. En particulier parce qu'il fait très bien la distinction entre le backlog entier, avec la possibilité de trier par priorité, haut vers le bas, et puis le sprint actif en mode Kanban sur le côté. Sinon, on utilise beaucoup GitHub
avec ZenHub comme extension. Donc, ZenHub, c'est un produit qui coûte, je ne sais pas combien ça coûte. Il y a une licence à prendre, mais après, c'est une extension que tu actives dans ton navigateur, en fait, qui te rajoute de la fonctionnalité. Donc, il te rajoute un Kanban, par exemple. Il te rajoute la possibilité de mettre des estimations, deux, trois autres trucs, des épiques aussi. On n'a pas beaucoup parlé des différents types de tickets, mais en fait, il rajoute des choses que GitHub native ne fait pas. Donc, c'est pas mal. Mais ce qu'il ne fait pas très bien, c'est justement gérer le backlog et le sprint à part. Donc, j'ai quelques hacks pour ça. Beaucoup d'étiquettes. Quand je travaille avec GitHub, parce que GitHub a quand même rajouté un truc qui s'appelle projet. Donc, tu peux avoir un Kanban dans GitHub Native. Il est juste pas la meilleure interface. C'est pas une super expérience, quoi. Donc, pour moi, la hack, si on travaille avec GitHub et même ZenHub, c'est beaucoup d'étiquettes pour essayer de distinguer là où on est. Et puis, bien sûr, le Kanban en lui-même pour gérer son processus. Souvent, par exemple, avoir une première colonne avec le backlog et puis une deuxième colonne avec le backlog du sprint, par exemple. Et puis là, tu démarres ton to-do, à faire, en cours. Et puis après, le processus, ça va varier en fonction du projet. Des processus très communs, par exemple, on va retrouver peut-être code review si vous faites des revues des codes avec vos coéquipiers. On peut avoir l'assurance qualité. On peut avoir parfois, on travaille souvent avec différents environnements. Donc, on peut avoir un environnement soit test ou dev. C'est là où peut-être vous, les développeurs, vous allez déployer votre travail au départ c'est un endroit où c'est OK, c'est des choses qui sont un peu cassées. Vous testez vous-même vos trucs. Hein. Et puis, on peut avoir un environnement test. Et c'est là où on veut que ce soit peut-être un peu plus stable. C'est là où l'équipe des testeurs vont faire leur test automatique ou manuel. Et puis, très souvent, on a aussi un environnement stage où c'est vraiment encore plus stable. Et c'est là où le product owner va faire ses dernières vérifications. Et on sait que stage, il est vraiment une duplicata du prod. Donc, on est toujours en sécurité toujours. Normalement, théoriquement, on est toujours en sécurité de déployer du stage vers prod. Et donc, ça peut être reflété dans ton processus, dans ton Kanban, par exemple. Tu peux avoir en attente des déploiements ou, OK, c'est atterri dans staging et je peux les assigner à mon product owner pour qu'il fasse les dernières vérifications avant de fermer le ticket et puis déployer. Il y a aussi des projets qui ne déploient pas à la fin de chaque sprint. Moi, j'étais longtemps sur un projet où on faisait des sprints de 2 semaines, mais c'était au bout de 3 sprints qu'on déployait en production. Et ça marchait pas mal, mais en même temps, on se posait des questions, mais pourquoi on fait ça? Et finalement, on a décidé de faire des sprints plus longs. Donc maintenant, on fait des sprints de 3 semaines, mais on déploie aux productions, à l'environnement de production à la fin de chaque sprint, vraiment au début du sprint suivant. Donc, c'est aussi des petites choses. Je dis que ce n'est pas prescriptif, le Scrum ou l'Agile. Les processus même, c'est vraiment spécifique à chaque projet. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez définir par vous-même dans le cadre du framework. D'autres outils qui vous intéressent? Je crois que c'est un peu suffisant. Mais s'il y a Par contre, moi, j'aurais une question. OK, ça va. Bonjour. Oui, bonjour Madame Jenny, c'est Emery. J'avais juste une question concernant la méthode agile, bien que elle est vraiment intéressante, vit son périmètre d'action presque dans son périmètre d'application de ces concepts est vraiment applicable et large. Je me demandais si est-ce que toutes les organisations peuvent-elles adopter les méthodes agiles pour leurs projets ou d'après votre expérience, est-ce que vous pouvez partager un peu? Alors, ce qui manque, c'est que l'agile est vraiment né à la base de l'industrie de la production.
C'était vraiment Toyota au Japon qui a commencé avec tout ce qui est lean, de comprendre les difficultés des lignes de production comme on faisait aux États-Unis, par exemple, qui étaient plus par étapes. Donc, c'est vraiment issu d'un monde de produits, de production. Et je pense que la réponse courte, c'est oui. Oui, je pense qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Et j'insiste encore que plus que méthodologie, oui, c'est des méthodologies. Il y a plus que le Scrum. Il y a continual deployment, il y a extreme développement, il y a Kanban en lui, c'est une méthodologie. Il y a quoi d'autre? Il y a beaucoup plus que juste le Scrum. Et d'ailleurs, le plus que j'ai appris et que j'ai suivi des formations, j'ai compris que c'est intéressant de mélanger les différentes méthodologies. Mais avant d'arriver à ces méthodologies, à ces tactiques, à ces outils, j'insiste sur le fait que c'est une mentalité. Et qu'il y a ce qui est parfois le plus compliqué, le plus difficile, c'est de faire monter cette mentalité à toute l'organisation. Et ça, c'est vraiment le travail à la base. Parce que sans la mentalité, sans les valeurs et ces principes, on peut faire les cérémonies, on peut avoir ces rendez-vous et on peut tenir un backlog. Mais si on le fait et on n'a pas le courage de s'exprimer, on n'a pas l'engagement au travail, on ne fait pas face aux difficultés, on ne va pas bénéficier en fait de ces méthodologies. La base, c'est vraiment la communication, le travail d'équipe, le courage d'admettre des choses, d'inspecter des choses, de ne pas cacher des choses qui ne vont pas. Et c'est souvent ce qu'on voit, c'est souvent là les difficultés, quand on n'est pas très franc à propos des choses qu'on ne fait pas bien ou des choses qu'on ne sait pas aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose de très courant et ce sentiment qu'on doit tout savoir, surtout un développeur. Quoi, tu ne connais pas ce nouveau langage, ce nouveau framework ou ce truc-là? Ben non, ça vient de sortir. Enfin, c'est normal, peu importe le métier, on peut passer tout. Même les product owners, les business, ils ont beaucoup de pression d'avoir la meilleure version de leur produit ou avoir cette vision de ce qui va venir, où sont les nouveaux marchés émergents et tout ça. Mais personne ne sait tout. Et donc, c'est dans cette mentalité d'admettre et faire face à ce qu'on ne sait pas pour l'intégrer dans le processus, en fait. Agile lui permet ça. Il lui permet d'accélérer la vitesse avec laquelle on peut apprendre des choses. Parce que c'est avec cette information qu'on peut s'adapter, prendre des meilleures décisions et du coup, sortir des meilleurs projets, quoi. D'accord, merci bien. Sinon, nous allons quand même effectuer d'autres recherches et voir aussi relier, hein, ce que vous allez partager, accéder sur ces différents liens et avoir beaucoup plus de connaissances dessus. Sinon, la méthode agile, vraiment, elle est intéressante et elle est vraiment nécessaire pour l'avancement des projets dans tout secteur. Donc, c'est ça. Merci. De rien. Merci beaucoup, Mary. Est-ce qu'il y a une autre personne a une question? Vous pouvez la poser. Oui, ok. Oui, merci beaucoup vraiment pour la séance, Madame Jenny. C'était vraiment très, très, très bien de ma part. Alors, vous nous aviez expliqué tout au début que vous aviez été au moins freelance pendant ces 15 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui, alors, avec les étapes, les teams que vous nous avez donné, donc l'équipe, je voulais savoir comment vous y travaillez tout en étant un freelance. Comment vous arrivez à vous départager toutes ces tâches-là tout en étant freelance? Est-ce que c'est possible et comment nous pouvons y prendre aussi? Merci. Alors, en fait, quand j'étais freelance, je connaissais pas l'agile. Je connaissais pas Scrum.
Donc, je ne le faisais pas. J'étais plus cycle en V. J'étais plus... et surtout les dernières années que j'ai travaillé, j'avais trouvé un designer à Marseille. Moi, je suis dans la Normandie, dans la partie nord-ouest de la France. Et puis, donc, j'avais trouvé un designer à Marseille, dans le sud, qui m'amenait beaucoup de travail, en fait. Donc, lui, il faisait plutôt le point avec le client. Parfois, il m'amenait s'il y avait des choses à regarder. Mais plus souvent, celui qui faisait la conception du site. On faisait des sites sur mesure avec WordPress. Moi, je faisais des thèmes sur mesure à partir de ses designs. Donc, lui, il faisait le concept. Il faisait valider les designs avec le client. Il faisait quand même une check avec moi. Enfin, il me montrait avant quand même pour avoir mes retours. Donc, ce n'était pas complètement fermé. Mais moi, je ne commençais pas ma part de travail tant que le design n'était pas validé par le client. Alors que dans l'agile, on n'aura plus... Et c'est vrai que parfois, on trouve toujours ça. J'avoue que sur des gros projets, on peut toujours avoir un peu de ça. C'est la partie qui est... Je pense qu'on peut passer encore une heure de parler de l'intégration du design et du développement d'une manière plus agile. C'est un gros sujet. Mais pour faire court, je ne le faisais pas. Alors, comment faire? Je pense que la manière de faire, c'est comme, encore pour faire court, c'est une question de conversation. C'est d'être présent là où les conversations se passent. Exemple, j'ai un gros projet sur lequel je travaille depuis presque 2 ans maintenant. Et au départ, effectivement, l'équipe design, alors qu'ils assistaient à nos différents rendez-vous, toute la partie conception du site était très dirigée par l'équipe design et UX. Et tous ces rendez-vous, ils avaient d'autres rendez-vous auxquels on n'accédait pas, l'équipe Scrum et les développeurs. Ça se passait en amont, en fait, avant. Et puis nous, on héritait un peu les designs, on discutait entre nous, et on s'est rendu compte, enfin, on s'est dit, mais attends, il y a beaucoup de réflexions qu'on peut avoir, beaucoup d'idées, qu'on peut contribuer à cette conversation, on devrait être présente. Et donc, on a soulevé, on a dit, attends, il faut qu'on soit présent dans ces rendez-vous. Et il a fallu un peu de temps, mais on a réussi. Et maintenant, ce n'est pas toute l'équipe, parce que ça, c'est beaucoup de temps, mais on a un développeur, le lead du projet, qui assiste à ces rendez-vous et qui a cette possibilité d'amener non seulement ses compétences techniques, mais aussi ses idées, parce que même si ton cœur de métier, si tu es développeur, tu as certainement aussi des connaissances en UX, design, des idées, des choses à contribuer. Donc, le seul conseil que je peux donner, c'est essayer de gagner accès à ces conversations-là pour contribuer ta part et convaincre des gens que le plus tôt que tu contribues au projet, le mieux ça va se dérouler pour tout le monde, quoi. Oh, merci beaucoup. Mais pas simple. Je sais que c'est pas simple. En tant que freelance, on a souvent pas accès. Mais on peut frapper à la porte. On peut dire, hey, laisse-moi entrer. Puis peut-être petit à petit, en insistant, on arrive à gagner accès. On nous ouvre des portes. Merci beaucoup. De rien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Puisque là... Si vous avez une question, c'est vraiment le temps de la poser. Bon, bah merci encore de m'avoir invité d'être là avec vous. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer et puis partager mes petites expériences avec vous. Oui, À bientôt. merci aussi. C'était vraiment excellent. Je crois, pour ceux qui sont là et qui veulent, par exemple, vous contacter, en fait, Madame Jenny a un compte Twitter que je suis aussi. Et il y a, aujourd'hui même, j'ai donné juste les liens de votre site web. J'ai partagé ça avec certains amis. Donc, je vois, il y a vraiment
beaucoup de moyens pour vous atteindre et avoir une conversation avec vous. C'est pas vraiment un problème. Mais bon, je ne sais pas si, je ne crois pas vraiment que ça sera la dernière fois. Si on aura encore une autre occasion de parler avec vous. Qui sait? Tout dépendra de vous, en Je suis fait. pas là. Oui, oui. Maintenant, peu importe où on est, au moins on est même dans la même zone horaire. Ça facilite les choses parce que je travaille avec des gens partout dans le monde et c'est pas toujours simple être debout quand ils sont debout. Ah, ok, Merci ok. encore. J'ai laissé mon Twitter là dans le chat. N'hésitez pas Oui. si vous voulez me faire des coucous, me poser des questions. Je ferai mon mieux de vous répondre. Et puis, ouais, je mets à disposition mes slides et j'aurai d'autres petits liens que je peux rajouter aussi. Donc, je m'occupe de ça et je te l'envoie pour que tu puisses partager avec tout le groupe. Ok, merci beaucoup. Bon, je crois que nous pouvons finir. Merci à tous pour avoir pour cette conversation. Bon, je crois que le prochain meetup sera sûrement communiqué sur nos plateformes. Et restons toujours connectés, apprenons toujours et ça va aider quand même. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci, excellent week-end à tous. Hein. Merci. Bon week-end. Excellent Au week-end revoir. à tous.